qu'est-ce que l'hyperphagie? Donc l'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui peut s'apparenter à la boulimie, à savoir des compulsions alimentaires qui font qu'on va manger en énorme quantité pendant un laps de temps réduit. À la différence de la boulimie, dans l'hyperphagie, il n'y a pas de comportement compensatoire a posteriori. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plutôt sensible, en tout cas sensible pour moi et je pense aussi sensible pour un bon nombre de personnes, l'hyperphagie et les troubles du comportement alimentaire, l'impact que ça peut avoir sur ta santé mentale, sur ta confiance en soi. L'idée de cette vidéo est de partager mon parcours, un petit peu mon témoignage et où j'en suis aujourd'hui vis-à-vis vis-à-vis de l'hyperphagie. Petit disclaimer, cette vidéo est comme je disais une vidéo témoignage pour partager mon histoire et te montrer que tu n'es pas seule si tu traverses les mêmes troubles. Euh, En aucun cas il s'agit d'une demande de conseil. Voilà, tout ce qui est conseil non sollicité, je vous demanderai de l'écarter pour vous parce que ça fait partie de mes points sensibles, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Donc, en tout cas, qu'est-ce que l'hyperphagie? Donc, l'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui peut s'apparenter à la boulimie, à savoir des compulsions alimentaires qui font qu'on va manger en énorme quantité pendant un laps de temps réduit. À la différence de la boulimie, dans l'hyperphagie, il n'y a pas de comportement compensatoire a posteriori, c'est-à-dire que après avoir du coup avalé un grand volume de nourriture, tu ne vas pas chercher à te faire vomir, à prendre des laxatifs pour accélérer la digestion ou encore à réduire drastiquement ta consommation de calories a posteriori pour compenser. Donc l'idée de cette vidéo est un petit peu de partager mon parcours, le pourquoi du comment je suis tombée dans l'hyperphagie. Voilà, j'avoue que j'ai hésité très très longtemps à faire cette vidéo. Ce thème est resté très longtemps tabou. J'ai refusé d'en parler, tout comme je refuse de parler de mon poids, de ma perte de poids, ce genre de choses. Mais voilà, à la suite de la journée internationale de lutte contre les TCA, j'ai partagé un petit post et je me suis rendu compte que j'étais pas seule, que nous n'étions pas seuls et que peut-être que mettre en lumière un petit peu plus ces pathologies, ces troubles, voilà, je sais pas comment on peut trop les appeler, pourrait en aider plus d'une parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes restaient seules et ne savaient pas du tout comment se faire accompagner pour s'en sortir tout simplement. Dans un premier temps, on va commencer avec mon histoire avec l'hyperphagie. Donc j'ai connu deux périodes d'hyperphagie. La première sans le savoir, la deuxième où j'ai enfin été diagnostiquée. Donc la première période d'hyperphagie remonte à mes années prépa, donc 2010-2012. Et la deuxième, voilà, une période plus récente, on va dire à partir de 2019. Remontons à ma petite, voilà, à ma petite majorité. Je suis une jeune femme de 18 ans. Je débarque en classe préparatoire à Bordeaux et ça se passe très mal. Voilà, ça se passe très mal. La jeune femme que j'étais à l'époque n'était pas encore prête à affronter en même temps la découverte d'un quotidien toute seule, voilà, gérer un appart, vivre à plus de 4 heures de train de chez ses parents, ne pouvoir les voir que pendant les vacances scolaires. Voilà, j'étais pas prête à ça, pas encore prête à couper le cordon, et à ça s'est rajouté la pression de la prépa. J'étais une bonne élève, voilà, j'ai eu mon bac mention très bien, félicitations du jury avec 4,19 dans 4 matières, donc wouhou. Voilà, on pouvait dire que j'étais une très bonne élève et premier DS de maths, le premier samedi de septembre, 2. Avec comme commentaire de la prof, je t'ai mis 2 pour l'encre parce que t'as essayé. Et en fait j'ai pris des remarques comme ça tout le temps où je suis restée en classe préparatoire et c'est pour la première fois de ma vie, je me suis sentie nulle, incapable, pas suffisante et sans le savoir, je suis rentrée dans une spirale
destructrice, où ben, voilà, je ne sortais plus, je passais mon temps à réviser, mais j'avais zéro résultat, que ce soit sur mes DS ou sur mes cols. Mes cols, j'en avais 2 à 3 par semaine et c'était un enfer à chaque fois. Euh, les DS, n'en parlons pas, j'ai jamais la moyenne, même pas, je dépasse jamais le 5. Une fois, j'ai 8 en histoire, je suis en mode wouhou, folie. Et en fait, je le vis très mal parce que je ne me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place avec mes camarades puisque je ne m'y retrouve pas. Je suis désolée, mais parler de Kant, des théories philosophiques de Kant à table, alors qu'on a passé 4 heures sur une digression en maths où j'ai rien compris, où il y avait que des lettres et aucun chiffre. Voilà, moi je suis à un stade où j'étouffe, j'aurais besoin de légèreté, j'ai personne à qui me confier. Et je commets l'erreur à ce moment-là de ne pas en parler avec mes parents, de ne pas partager mes difficultés, et en me disant, voilà, faut qu'ils soient fiers de moi, faut que j'y arrive, voilà. Et en fait, je ne fais que m'enfoncer. Et c'est là que je commence en fait à utiliser la nourriture comme outil compensatoire à mon mal-être. À chaque fois que j'étais mal, ben, je mangeais. Et sauf qu'en fait, j'ai été de plus en plus souvent mal à mesure que mes cols passaient, que mes DS passaient, et que ben, je me prenais des réflexions de la part des profs. Mais voilà, c'est quiconque a été en classe prépa sait quel type de réflexion tu peux avoir de la part de ses profs. Et voilà, à l'époque, j'ai pas su sonner, enfin tirer la sonnette d'alarme, j'ai pas su appeler à l'aide. Et voilà, les gens pensaient que voilà, j'étais une nana lambda qui faisait une classe prépa. Et en fait, je grossissais, je mangeais, j'étais pas bien. Et j'ai vraiment commencé à détruire ma confiance en moi. Je me sentais, mais nulle, nulle, mais nulle. Voilà. Et j'ai caché tout ça. J'ai caché ça à mes parents, j'ai caché ça à mes profs, j'ai caché ça à mon entourage. Et ça a été très 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 compliqué. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour passer en deuxième année. Voilà, et je sais pas. Et ce premier semestre de deuxième année, mais quel enfer, un enfer. C'était 10 fois pire que l'année précédente, principalement parce que du coup, ben, il y avait les concours à la fin à tenter. Il y avait ceux qui avaient cubé avec moi. Tout le monde voulait avoir le plus beau dossier qui soit pour les écoles. Et c'était un enfer tout simplement. J'ai complètement craqué et je me suis effondrée totalement sous la pression. J'ai beaucoup mangé, j'ai pris 15 kilos de mémoire à cette période-là. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis partie de la classe préparatoire en décembre et donc j'ai quitté Bordeaux pour intégrer une fac d'économie à Toulouse. Donc voilà, le fait de quitter cet environnement qui m'avait rendu malade, de me rapprocher de mes parents, parce qu'au final, Toulouse-Agde, c'était 2 heures de train, je pouvais rentrer tous les week-ends facilement, vu que je travaillais pas le vendredi après-midi, j'avais pas de DS qui m'attendait les week-ends, parce que c'était ça le problème en classe prépa, hein, j'avais des DS 3 week-ends sur 4, et j'avais 4 heures de train, donc quand tu finis le samedi entre midi et 16 heures, puisque j'avais des DS de 6 heures, hein. Donc voilà, on commençait à 8 heures, on finissait à 15 heures, sauf en maths où on finissait à midi. Voilà, je pouvais pas rentrer les week-ends en étant à Bordeaux. Là, on était à Toulouse, je peux rentrer. Et en fait, je traverse une période assez compliquée parce que ben, la bonne élève que je suis ne supporte plus d'être en cours. Je loupe tous mes cours d'amphi parce que je ne supporte pas d'être là à mon amphi à écouter un prof, j'ai la bougeotte, je suis pas bien, j'ai pris du poids que je veux absolument perdre, j'ai besoin de reprendre le contrôle sur mon image et je me mets à la course à pied. Voilà, c'est à cette période-là que je découvre la course à pied, que je m'y mets, et je m'y mets de manière sérieuse. Parce que en classe prépa, j'étais allée courir 2-3 fois avec les gens de ma classe, mais j'y prenais aucun plaisir. Et même en courant, ils trouvaient le moyen de parler de théorèmes de maths et des théories de Kant. Et oh, on est en train de courir, là, on peut pas parler d'autre chose que de nos cours. Donc là, c'est vraiment en fait pendant cette première année de fac que je découvre la course à pied. Et il va me falloir à peu près 18 mois de fac à Toulouse, de course à pied et également d'un job alimentaire pour reprendre le dessus. Et aller mieux. Et en fait, je vais mieux grâce à 3 choses.
comme je l'ai dit, le fait d'avoir quitté cet environnement qui m'avait rendu malade pour un autre environnement plus sain, la découverte de la course à pied, voilà, parce que je découvre un endroit où j'arrive à progresser, où j'arrive à être fière de moi, où je me dis qu'en fait non, je suis pas si nulle que ça, puisque la nana qui a galéré pour son 3 fois 500 au bac arrive à courir 10 bornes. Et le petit coup de pied, le petit retour à la réalité avec ce job saisonnier. Donc en 18 mois, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, c'est vrai, j'amorce une période de ma vie qui va être vécue à 2000 à l'heure, où je vais avoir plein de projets cool, plein de choses chouettes, des réalisations qui vont me rendre fière et qui vont faire en sorte que déjà je perds le poids que j'ai pris pendant la classe prépa, que mes compulsions alimentaires s'arrêtent toutes seules et que je reprends confiance en moi. Donc ça commence par partir en Erasmus à Prague pendant un an, pendant mon année de Master 1, profiter d'être là-bas pour y courir mon premier semi-marathon, ma première course officielle. Donc voilà, j'ai continué la course à pied. À mon retour, je découvre l'univers de la salle de sport, du fitness, et je continue, franchement, me répète, je continue à faire des progrès ouffissimes. J'ai mon stage de fin d'études à Paris, moi qui avais toujours voulu vivre à Paris, c'était un rêve, je visualisais ma vie comme étant une Parisienne active, un peu à la Sex and the City, mais à Paris, voilà. Donc je fais mon stage de fin d'études, ça se passe super bien, je découvre les Adidas Runners, je cours avec eux, mon stage se termine, j'ai mon premier job, donc je travaille à Decathlon. Et donc nous sommes en 2017, je cours mon marathon de Paris et c'est... voilà, magique, magique, pépite, et j'ai un peu l'impression d'être au sommet de ma gloire. Je me sens pousser des ailes, je me sens puissante, je me sens invincible. Euh, et en fait, après, donc tout se passe bien jusqu'à l'été. À chaque course que je fais, j'ai mes chronos qui tombent. En septembre, je cours les 10K de Paris Centre, si je me rappelle bien, en 57 minutes. C'est mon RP sur 10 bornes. J'enchaîne avec les 20 km de Paris en 2h08. Je me dis chic, j'ai un semi en 2h15 dans les jambes. Faut que je fasse un semi. J'ai super bien progressé. Sauf que voilà, j'enchaîne quelques petits pépins à ce moment-là. J'ai quitté Decathlon pour un autre job qui, je pensais, m'apporterait plus de satisfaction, aussi bien en termes de travail qu'en termes de salaire, ce qui n'est pas le cas. Je galère à vivre à Paris. Mon niveau de salaire n'est pas suffisant pour me permettre de vivre correctement à Paris avec les loyers et le coût de la vie. Et surtout, voilà, ma voisine transforme mon appart en enfer personnel avec sa musique. Là, et bref, tout ça pour dire que fin 2017, je quitte Paris pour retourner vivre chez mes parents et tenter l'aventure de l'entrepreneuriat une première fois. Voilà, parce que j'avais découvert le monde des réseaux et je me pensais être capable d'être community manager en freelance. Sans le savoir, à cette période-là, il va se passer un déclic, mais dans le mauvais sens. Et je vais accumuler les petits cailloux qui vont gripper la machine, qui vont gripper du coup la machine aussi bien de ma santé mentale que de ma santé physique. Et voilà, ça va s'accumuler et au fur et à mesure effriter en fait tout ce que j'avais construit jusqu'en 2017, tout ce dont pourquoi j'étais fière. Ma cohabitation avec mes parents ne se passe pas forcément super bien, il y a beaucoup de tensions, eux ne comprennent pas ce que je fais, puis surtout ils voient de l'extérieur une nana, souvent en pyjama, toujours sur son ordinateur, qui ne ramène pas d'argent. Alors que moi j'avais l'impression de passer mon temps à bosser, à essayer de prospecter, à essayer de faire des choses pour lancer ma carrière en freelance. Mais ça mordait pas. Je m'entoure de gens qui veulent pas forcément mon bien, qui pensent à leurs objectifs d'abord et pas aux miens. En fait, je me retrouve dans des situations, dans des directions de vie qui ne me conviennent pas et j'ai beau ramer pour essayer de ramener mon bateau, on va dire, dans la bonne trajectoire, ça ne fonctionne pas. Euh, et à cette période-là, je me mets aussi également en couple avec une personne qui, malheureusement, en 3 mois, va réussir à me fracasser. Euh, Aussi bien
sur ma confiance en moi, sur le sport, sur la façon dont je mange, sur ma prise de kilos. Parce que c'est à ce moment-là que vraiment que voilà, en 3 mois, j'ai pris 10 kilos à cette période-là. Et je me prends voilà, des remarques de manière très régulière sur le fait que je suis sur les réseaux, le fait que j'ai pris du foie, que voilà, bref. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne va absolument me changer. Moi, je suis tellement contente d'enfin avoir quelqu'un qui m'aime que je me laisse un peu faire. Et bref, rupture un peu sale la veille de mon anniversaire. Euh, Bref, voilà. Et en fait, pendant cette période, je replonge peut-être la première dans l'hyperphagie. Euh, et j'en parle pas. De nouveau, j'en parle pas. Je ne dis pas que je ne vais pas bien. Enfin, ça se voit sur ma tronche, ça se voit sur mon corps que je ne vais pas bien, mais je le dis pas. Ma cohabitation avec mes parents est compliquée. Et encore, j'ai réussi à retrouver, à pouvoir reprendre un appart à ce moment-là, mais enfer, voilà, je suis pas bien, bref. Et en fait, je traîne ce mal-être, je traîne ces crises d'hyperphagie avec moi durant tous mes projets. Donc je pars après à Lyon, donc je viens un temps à Annecy, puis je pars à Lyon pour faire mon alternance. Mon alternance est compliquée, dans le sens où je savais pourquoi je bossais, je voulais absolument ce diplôme pour être donc voilà, compléter mes connaissances et mes compétences dans le marketing et la communication digitale pour soit trouver un job voilà, rémunéré, soit retenter l'aventure du freelance, mais je ne supporte pas d'être en salariat, je ne supporte pas d'avoir un patron, je ne veux avoir des contraintes, voilà, je suis pas bien, je me sens pas à ma place, et c'est une période qui va être très très compliquée dans le sens où je vais m'enfermer dans un rôle. Je vais vraiment porter un masque pour cacher toute la souffrance que j'ai en moi et surtout tout le dégoût que je ressens vis-à-vis de moi-même. Et j'arrivais plus ou moins à faire face, à garder la tête hors de l'eau jusqu'au confinement, jusqu'au Covid. Le premier, je l'ai à peu près bien vécu parce que j'étais chez mes parents. Le second, je me suis retrouvée toute seule dans mon appart. Et ça m'a détruite, voilà. J'ai très 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 mal vécu les confinements, j'ai très mal vécu voilà, toute cette période-là. Et, euh, et en fait, je me suis cachée derrière ce masque de la jeune fille rigolote et compagnie, mais je n'allais pas bien du tout, mais vraiment pas bien du tout. Et en fait, j'avais l'impression que quels que soient mes efforts, je n'étais jamais suffisante aux yeux des gens pour être leur amie, pour être leur amoureuse, leur amante, ou même leur employé modèle bien payé. Voilà, j'étais à un stade où et j'essayais de toutes mes forces de changer, de m'adapter et voilà, de répondre aux attentes voilà, que je pensais que les gens avaient à mon sujet, sauf que ça ne matchait pas. Et forcément, quand tu n'es pas toi-même avec les gens, ben, ça finit par clasher. Donc j'ai beaucoup de ruptures amicales, j'ai des conflits au travail, j'ai des conflits. C'est compliqué, en fait, je passe mon temps à être en bagarre, clairement. Et en fait, ça me bouffe, et je le cache. De nouveau, je continue à le cacher, je continue à... Moi, puis ma prise de poids, elle continue aussi. J'en suis à plus de 20 kilos. Le sport, ben, j'y arrive plus. La course à pied, qui avait été mon sauveur, on va dire, mon médicament, ma thérapie à l'époque, est en train de se transformer en poison parce que je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive plus. Et je m'obstine et je veux absolument retrouver les sensations que j'avais à l'époque, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, je rentre vraiment dans un cercle vicieux, autodestructeur. Et plus je m'enfonce, plus mes compulsions alimentaires sont importantes. Et je connais voilà, mes premiers échecs. Mes premiers échecs, notamment dans le monde du sport et des relations amicales. Et, euh, et en fait, ces échecs vont créer des sources d'angoisse chez moi et me faire avoir des crises d'angoisse parce que j'ai peur d'échouer tout simplement. Et j'ai tellement peur d'échouer que ça me paralyse à l'idée d'essayer de faire quelque chose. Et je me retrouve dans cette situation où j'angoisse de plus en plus à l'idée de sortir de chez moi, à l'idée d'aller m'entraîner parce que de toute façon je vais pas réussir, à l'idée d'aller voir des gens parce que de toute façon ça va être ma faute si ça va clasher.
j'angoisse. Ce qui me fait garder la face, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai pas envie de montrer que je vais pas bien? Et en fait, je joue le rôle de la fille que je voudrais être sur les réseaux. Mais dans ma vie perso, ça va pas. Ça va pas et en fait, ça ne fait qu'escalader. Et pendant des mois et des mois et des mois, ça ne fait qu'escalader. Mes compulsions alimentaires prennent de l'ampleur, mes angoisses prennent de l'ampleur. Jusqu'en janvier 2023, où le cyberharcèlement commence. Le cyberharcèlement commence et je fais une crise d'angoisse bien plus forte que les autres qui va me faire très 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 peur et qui va me faire finir en pleurs dans le bureau de la psy que j'avais commencé à avoir. Donc oui, j'avais commencé à avoir une psy, une diététicienne quelques mois auparavant, mais je ne m'ouvrais pas sur les sujets les plus importants parce que je me voilais la face. Voilà, j'avais enfoui au plus profond de moi mes véritables problèmes, mes véritables sujets sensibles à traiter pour ne rester qu'en surface. Je comprends pas pourquoi je suis grosse et je perds pas de poids. Et là, en fait, ce jour-là, j'arrive en pleurs dans le bureau de ma psy et c'est comme si j'avais un barrage qui pète, il y a tout qui lâche et je lui déballe tout mon mal-être. Donc elle prend beaucoup de temps à m'écouter et c'est là qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet de la thérapie. C'est là que des mots tels que hyperphagie et dépression sont posés, annoncés pour la première fois. On va continuer un petit peu les séances, je vais en parler avec ma diététicienne et voilà, et c'est dans les semaines qui suivent janvier 2023 que vraiment euh, tout ça s'est posé, même s'il y avait des suspicions depuis, on va dire ma diététicienne avait déjà parlé de l'hyperphagie un peu avant en 2022, mais j'avais pas forcément pris l'ampleur du truc. Voilà, pour moi c'est juste une absence totale de volonté de ma part. Voilà, j'étais faible, clairement, et j'avais pas forcément réalisé que c'était plutôt une pathologie, un trouble du comportement alimentaire, parce que ma santé mentale n'était pas au top. Et c'est là vraiment que je réalise que je suis malade, que je ne suis pas bien, que je ne vais pas bien, et qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Là, j'arrive à un stade où j'ai deux choix. Lâcher prise et couler. Ou me battre pour garder la tête hors de l'eau. À ce moment-là, c'est mon ego qui va parler, clairement. Parce que je refuse de laisser ces petits cons de harceleurs gagner. Clairement. Parce que je refuse de leur donner raison. Je refuse d'être la cible parfaite. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment entrer dans le cœur du sujet avec ma diététicienne et ma psychologue, qu'on va mettre en place des choses qui vont m'aider vis-à-vis de l'hyperphagie. Et surtout, c'est à ce moment-là que je vais enfin en parler à ma mère. Voilà. 2023, donc j'ai 31 ans. Mes premiers troubles datent de 2011. 2011-2023, ouais, ça fait 12 ans à cacher ça à ma mère. Donc j'avoue que ça a été une claque pour elle quand je lui ai appris. Mais du coup, ça a changé beaucoup de choses par la suite qui m'ont fait du bien. Ces choses qui ont changé m'ont notamment permis aujourd'hui d'aller mieux. Donc ça fait 14 mois que je n'ai pas fait de crise d'hyperphagie à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc parmi ces choses qui ont changé, déjà on a changé l'objectif avec ma psy et ma diète. L'objectif n'était plus la perte de poids, l'objectif c'était de gagner contre la dépression et l'hyperphagie. Donc avec la psy on a eu des séances, mais j'ai dû vider je sais pas combien de paquets de mouchoirs, mais voilà, ça a fait beaucoup de bien. Donc les gens n'ayez jamais honte d'aller voir une psy. C'est souvent ceux qui disent ouais mais je n'ai pas besoin, qui auraient vraiment besoin d'aller la voir.
Et avec la diète, on a revu vraiment tout le plan qu'on faisait. On a notamment augmenté mes apports caloriques parce qu'on s'est rendu compte que j'étais en restriction cognitive, à savoir que je réduisais mes calories pour compenser mes crises d'hyperphagie, mais bon, je les réduisais pas suffisamment pour dire que j'étais en anorexie. C'est-à-dire que je me forçais à tourner à 1400-1500 calories par jour, alors que je pratiquais du sport, que je pratiquais 8 à 10 heures de sport à côté. Déjà 1400-1500 calories, c'est bas pour beaucoup de personnes. Ça correspond, voilà, mon métabolisme de base est à 1800, pas à 1400. Tu rajoutes le sport, ça faisait vraiment un beaucoup trop gros déficit calorique, et donc mon corps était en mode famine. Et je passais mon temps à avoir faim, à être frustrée et à être fatiguée, parce que je m'interdisais des aliments et que je ne mangeais pas suffisamment. Euh, la fameuse règle des 3 F. Voilà. Et donc on a changé tout ça, on a réintroduit toutes les catégories d'aliments et aujourd'hui, en ayant cette règle des 3 F et mon suivi psy, ça va beaucoup mieux. À côté de ça, le fait que j'en parle à ma mère, que je commence un peu à mettre des mots sur mes mots, je commence à poser des limites sur les comportements que les gens pourraient avoir avec moi. Donc que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Voilà, où je demande à ne plus avoir de remarques sur mon corps, de ne plus avoir de remarques sur la manière dont je mange, d'oublier que je suis en surpoids et de me prendre comme une personne à part entière qui a juste envie de sortir, de rigoler, de s'amuser et qu'on lui lâche la grappe avec son poids. Et du coup, mes relations avec les gens s'apaisent parce que mon poids n'est plus le sujet principal des conversations. On parle d'autre chose et moi à côté, je fais mon petit cheminement et j'arrive à être plus en paix avec moi-même, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, et donc forcément je suis beaucoup plus en paix avec les autres, beaucoup moins agressive et sur la défensive, et ça fait beaucoup de bien. Et petit à petit en fait je me crée un cercle vertueux où je mets du coup mon alimentation et mon sport au service de ma santé mentale, et je me tire vers le haut, et en fait je ne m'entoure que de gens qui me tirent vers le haut et veulent vraiment mon bien-être. J'ai fait un vide monumental dans mes relations sociales. Voilà, tant pis, j'ai des limites qui sont nettes, claires, franches. J'ai des réactions épidermiques quand on va essayer de les franchir, mais c'est pas grave. Si une personne ne respecte pas mes limites et qu'elle s'offusque de ma réaction, sachant que c'est un sujet extrêmement sensible pour moi et que je le travaille encore chez la psy, euh, c'est pas grave si elle ne fait plus partie de ma vie parce qu'elle s'est offusquée de ma réaction. Voilà, c'est la porte, elle est ouverte, tu peux y aller. Par ici la sortie. Donc voilà. Aujourd'hui, comme je disais, ça va mieux. Ça fait 14 mois que je n'ai pas fait de crise d'hyperphagie, mais le chemin est encore long vers la guérison totale. J'ai commencé à reprendre confiance en moi dans un certain nombre de sujets. Le sport, c'est pas toujours ça. Il m'arrive toujours je galère toujours à l'entraînement, on va pas se mentir, hein. Mon poids est un facteur très limitant en course à pied et en vélo, mais je me bagarre avec ça. Mais je retrouve vraiment du plaisir à pratiquer ces sports qui me passionnaient. J'ai commencé le Hills en septembre 2023 et ça a été une super décision parce que ça m'a vraiment permis de faire travailler sur l'image que j'ai de mon corps, de me voir bouger, de me voir danser, de me voir beaucoup plus sensuelle, parce que l'un des impacts de ma prise de poids, c'est que j'ai l'impression d'avoir été totalement dépossédée de ma sensualité, dépossédée voilà, de mon sex appeal et de ma capacité à plaire aux autres. Et voilà, c'est quelque chose où là, ma vie amoureuse, c'est un peu le néant, c'est un peu compliqué parce que je suis tellement insécure vis-à-vis de mon corps que je peux pas demander à un homme de me rassurer sur mon corps. Enfin voilà, je peux pas. Et donc forcément, je tombe sur des schémas, toujours sur les mêmes schémas. Donc bref, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, j'ai encore beaucoup de progrès à faire en termes de confiance en soi et de rapport au corps parce que c'est vraiment pas évident. J'ai pu avancer sur un certain nombre de sujets, sur mes relations amicales avec les autres, sur mes relations professionnelles, ma relation avec moi-même.
la relation avec les hommes. Voilà, non, dans un cadre amoureux, c'est beaucoup plus, ça reste encore très très compliqué pour moi. Donc, clairement, le combat continue. J'ai certes gagné une bataille contre les crises d'hyperphagie, mais je n'ai pas remporté la guerre de manière totale et définitive parce que j'ai vraiment encore l'impression que je marche au bord du précipice et que un simple courant d'air pourrait m'y refaire plonger la tête dedans. Clairement. Il y a encore, voilà, c'est clairement l'alimentation. J'ai pas encore un rapport très sain avec tout ça. Je suis incapable de lâcher prise. Je suis mon programme à la lettre, clairement. Je pèse tout pour être sûre d'avoir tous mes apports parce que je me rends compte que quand je ne pèse pas, que je n'anticipe pas mes repas, je retombe dans mes travers, à savoir de ne pas manger en quantité suffisante. Voilà, en me disant, ouais, c'est pas grave, si je saute un repas, meuf, non, tu fais 12 heures d'entraînement par semaine, t'as un Alpha Ironman qui t'attend dans 3 semaines, tu peux pas te permettre de ne manger que 1400 calories par jour. Côté poids, j'en ai perdu 5. Mais voilà, 5 sur les 25 pris. Je n'arrive pas à perdre la suite, je ne sais pas pourquoi. Parce que sur le papier, je fais tout correctement entre une activité sportive régulière. J'essaie de casser au maximum ma sédentarité en allant marcher les jours où je n'ai pas de course à pied prévue. Je mange correctement suivant le plan de ma diététicienne. Tous les tests médicaux sont retournés négatifs, donc je n'ai a priori pas de raison médicale qui m'empêche de perdre du poids, mais voilà, je pense que des années de restriction cognitive et d'hyperphagie ont un petit peu foutu en vrac mon métabolisme et que mon corps a besoin de temps pour comprendre qu'il n'est plus en mode famille, il n'y a plus besoin de stocker. Donc là, un petit aparté, les conseils non sollicités sur ce que je devrais faire pour perdre du poids, non merci, j'en veux pas. J'en veux pas et ça fait partie de mes triggers warning, voilà, des choses qui peuvent me faire totalement vriller sur, voilà, sur mon hyperphagie, ce genre de choses. Donc s'il vous plaît, gardez vos conseils pour vous parce que vous apprécierez vraiment pas ma réaction. D'ailleurs, en parlant de réaction, j'ai toujours des limites voilà, très claires, très fermes, et des réactions très épidermiques quand on essaie de les bousculer. Donc à savoir que je ne supporte pas le moindre commentaire sur mon corps, qu'il soit positif ou négatif, hein. Je ne supporte pas qu'on vienne le juger, je ne supporte pas... ça me gave quand on me dit «Oh bravo d'être arrivé, d'avoir franchi la ligne d'arrivée, de faire un triathlon malgré ton surpoids». Pourquoi t'es obligé de tout ramener à mon poids? C'est un truc, je supporte plus qu'on ramène la question de mon poids sur la table. C'est d'ailleurs pour ça que sur les réseaux sociaux, je ne fais plus de contenu en rapport avec la perte de poids et que quand je fais un truc en rapport avec le surpoids, c'est pour dire aux gens vous m'emmerdez. Clairement, c'est foutez-moi la paix, vous m'emmerdez avec ce sujet-là. Bref, je suis totalement réfractaire aux conseils non sollicités, quels qu'ils soient. Voilà, vous êtes prévenus, je refuse les commentaires non sollicités et j'envoie bouler toutes les personnes qui me parlent de pathologies telles que le lipodème ou le lymphodème, en mode est-ce que tu l'aurais pas ça parce que t'as l'air de... Non, fous-moi la paix, s'il te plaît, t'es pas mon médecin, mêle-toi de tes fesses, clairement, clairement. Je sais que ça peut paraître excessif, mais ça reste pour moi un sujet extrêmement sensible, extrêmement douloureux et j'aimerais, alors oui je suis sur les réseaux sociaux, mais ça n'arrive pas que sur les réseaux sociaux, hein, ça arrive aussi dans la vraie vie, j'aimerais que les gens s'occupent de leurs fesses et ne pensent pas que parce que j'ai des kilos en trop, ils peuvent se permettre de venir faire des remarques. Et j'en suis à un point en fait où c'est un sujet tellement sensible que j'en vois bouler même les personnes qui pourraient être, qui sont dans ma situation et qui viennent chercher des conseils. Voilà, je n'y arrive pas tout simplement, c'est vraiment un sujet où je ne peux pas, ça me fait mal et en fait ça me gave quand je fais des contenus qui n'ont rien à voir avec la perte de poids, juste que je porte mon surpoids sur ma tronche, hein, c'est comme ça, qu'on vienne me dire, comme je disais, oh c'est bien de faire un triathlon malgré ton surpoids, ah c'est bien parce que ton effort est rendu plus difficile par ton surpoids, ou oh, je sais pas comment tu fais parce que moi avec 80 kilos j'arrive plus à avancer. Arrêtez s'il vous plaît de parler de poids, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet tendance du moment, enfin, voilà. En fait c'est un petit peu compliqué parce que il y a
oui, d'un côté, je revendique d'être une nana en taille 42 qui fait son sport, qui vit malgré son taille 42, mais qui en a aussi ras le fesses, on va rester poli, qu'on ne parle que du fait qu'elles sont en surpoids et que oh, tu devrais maigrir, et qu'en plus, voilà, j'ai déjà des commentaires de haters de merde de manière régulière sur ah, je comprends pas que le bitume il soit pas fissuré, ou alors oh, j'ai entendu le vélo crier quand t'es monté dessus. Et encore plus trash, toi un jour tu vas faire une crise cardiaque sur une ligne d'arrivée tellement t'es grosse à cause de... Bref, voilà, ce sont mes limites et je le reconnais que je réagis de manière totalement épidermique à ces sujets-là et que soit je vais te snober, je vais te laisser en vue, je vais pas répondre, soit je vais t'envoyer bouler, je vais rentrer dedans même si tu l'as pas forcément mérité. Donc clairement, je sais que sur ça, j'ai encore besoin de travailler et je sais que c'est à cause de ces réactions-là que je ne peux pas dire que je suis encore totalement guérie. L'hyperphagie, c'est quelque chose où je pense que je vais vivre avec ça pendant très longtemps. J'appréhende entre guillemets le moment où, si un jour j'ai la chance d'être enceinte, quand je vais prendre du poids, comment ça va se passer, puis le post-accouchement. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut que je travaille personnellement. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que je pense que si tu me regardes jusqu'au bout, si tu es encore là, c'est que c'est un sujet qui te parle, c'est un sujet qui te touche et je voulais te dire que tu n'étais pas seule. Tu peux t'en sortir malgré les TCA et l'hyperphagie. Donc ne reste pas seule, entoure-toi. Entoure-toi de professionnels, donc ton médecin traitant, une psychologue, une diététicienne formée à ces problématiques-là. Si tu sens que tu n'es pas écouté, pars-toi et va voir quelqu'un d'autre. Mais vraiment, ne reste pas seul parce que ce n'est pas une honte. Ne porte pas cette culpabilité d'être défaillante, d'être insuffisante, comme moi j'ai pu le faire pendant aussi longtemps. Également, entoure-toi de personnes de ton entourage qui vont te tirer vers le haut, qui seront à l'écoute, qui seront empathiques et qui comprendront qu'il y a certains comportements de leur part qui, même si ce n'est pas intentionnel, te font du mal. J'ai personnellement demandé à mes parents d'arrêter de me demander où j'en étais dans ma perte de poids, d'arrêter de faire des remarques sur mon corps, d'arrêter de me dire de ne pas mettre telle robe parce qu'on voyait trop mes fesses, d'arrêter de... Voilà, parce que ça ne me faisait pas du bien et que dans le cheminement dans lequel j'étais, en fait, ça me ralentissait. Idem, mes amis, mon entourage savent que la question de l'alimentation c'est touchy, que je suis totalement insécure vis-à-vis de mon corps et que j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin, voilà, et ces personnes-là qui vont me rassurer, mais juste en étant elles-mêmes, juste en envoyant des petits messages pour prendre des nouvelles, qui vont me proposer des choses totalement lambda, tout en intégrant que voilà, j'ai pas forcément toujours les mêmes capacités, les mêmes possibilités qu'eux, ça me fait beaucoup de bien. Donc vraiment, n'hésite pas à t'ouvrir à des professionnels, n'hésite pas à t'ouvrir à ton entourage et fais le tri dans ton entourage. Plusieurs fois au cours de cette vidéo, j'ai dit que je m'étais sortie de l'environnement qui m'avait rendue malade. Clairement, tu ne peux pas guérir si tu restes dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et par environnement, j'entends le cadre de vie, les gens que tu côtoies, les activités que tu pratiques ou non. Rester chez moi était très toxique. Rester seule était très toxique. Les quelques personnes que je pouvais côtoyer à l'époque, les relations que j'avais avec elles, donc je vais pas dire que les personnes étaient toxiques, mais plutôt les relations, la dynamique qu'il y avait entre elles et moi était toxique et ne me faisait pas du bien. Donc aujourd'hui, je n'ai plus toutes ces personnes-là dans mon entourage et voilà, je n'ai plus ces dynamiques toxiques qui me tiraient vers le bas parce que je ressentais avec elles le besoin de porter un masque. J'étais pas suffisamment en confiance pour m'ouvrir, être moi-même et donc forcément ça créait des frictions, ça créait des tensions des deux côtés. Donc là clairement ces dynamiques sont coupées, je suis avec d'autres personnes dont les dynamiques sont différentes, sont beaucoup plus positives, bienveillantes et c'est ce qui me permet en tout cas d'aller beaucoup mieux.
L'une des choses qui va t'aider également à sortir des TCA, à sortir de l'hyperphagie et à reprendre confiance en toi, va être d'être bienveillante. Bienveillante envers toi-même. Euh, D'arriver à te décharger de ce fardeau qui est la culpabilité et la honte que tu portes sur tes épaules parce que c'est ce qui te fait creuser en fait ta propre tombe, j'ai envie de dire. Euh, c'est ce qui te tire vers le bas et t'empêche d'être véritablement toi-même et voilà, t'empêche de voir et d'apprécier toutes les réalisations que tu as faites, que tu es capable de faire. Et la bienveillance, ça va être vraiment quelque chose que tu vas devoir apprendre à ton égard, apprendre à cultiver et à faire grandir. Parce que non, tu n'es pas un boulet, non, tu n'es pas un échec. Tu es simplement à une période de ta vie qui est compliquée. Et le premier pas pour en sortir va être voilà, te dire bon voilà, c'est la vie, j'accepte mon passé et je vais essayer de m'en détacher pour pouvoir aller de l'avant. J'ai pas mal de fois posté des photos où on voit mon physique avant ma perte de poids et les gens me disent oh, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu voudrais pas retourner là? Je dis bon ok, effectivement, à ce moment-là, je me rendais pas compte, mais j'avais un super physique. J'aimerais effectivement retourner à ce stade-là. Mais dire que voilà, je voudrais vraiment revenir en arrière, ce serait effacer tout ce qui s'est passé et ce serait effacer en fait la personne que je suis devenue aujourd'hui et ce serait effacer les réalisations, nier les réalisations que j'ai pu faire pendant cette période-là. Et en fait, je suis à un stade de ma vie où oui, ça a été douloureux, oui, ça a été compliqué, mais non, je ne le regrette pas parce que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas là devant toi en train de faire cette vidéo. Je ne serais pas là à tenter une deuxième fois l'aventure du freelance, à avoir découvert le Hills. Voilà, je serais une toute autre Margot et je ne sais pas si j'apprécierais cette autre Margot que j'aurais pu être. Donc voilà, je préfère apprécier la Margot que je suis aujourd'hui. Et voilà, j'ai accepté que à un moment donné, je n'ai pas été bien, que du coup, mes mots, donc MAUX, ont fait que j'ai porté un masque, ont fait que j'ai pas forcément toujours eu le comportement approprié dans certaines situations, que j'ai perdu des relations, que j'ai perdu des opportunités, mais c'est pas grave parce que la vie me réserve autre chose, tout simplement. Donc apprends vraiment à être bienveillante envers toi-même, à travailler sur ton passé pour que ce ne soit plus un poids, un fardeau à porter et que tu puisses t'en détacher pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent et apprécier ce qui va arriver dans ton futur. Tout en restant dans le domaine de la bienveillance, là on va passer du côté de l'autre côté, à savoir du côté des personnes qui ont des personnes souffrant de TCA dans leur entourage. Il est également important que toi tu sois bienveillante envers et empathique envers ces personnes-là et de comprendre que euh, c'est souvent leurs mots MAUX qui parlent pour elles et que c'est compliqué. C'est compliqué et qu'il est important que tu sois bienveillante. Plusieurs fois, je l'ai dit, mais si tu vois une personne qui a grossi, ne lui dis pas de but en blanc, oh, t'as grossi, tu devrais faire quelque chose, mais demande-lui plutôt comment elle va. Si elle se sent à l'aise avec toi, elle s'ouvrira sous le sujet de la prise de poids et des raisons qui en découlent, parce que souvent, le poids n'est qu'un symptôme d'un mal plus grand. Donc fais attention avec la manière dont tu abordes le sujet du poids avec les gens de ton entourage parce que ça peut vraiment appuyer là où ça fait mal. Et si tu tiens vraiment à cette personne et si tu tiens vraiment à l'aider à faire en sorte qu'elle aille bien, t'as pas envie d'appuyer là où ça fait mal. Voilà, clairement. Donc sois vraiment bienveillante avec les gens qui t'entourent, abstiens-toi de toute remarque sur la façon dont elle mange, la façon dont elle s'habille, la façon dont... Et sois juste cet ami présent, à l'écoute et disponible si elle a besoin d'aide. Dans la description de cette vidéo, je vais te mettre un certain nombre de ressources pour te faire accompagner ou te renseigner au sujet des TCA pour pouvoir aider une personne que tu soupçonnes dont tu soupçonnes l'existence de CA dans son existence, bref, voilà. De nouveau, on reste bienveillant, on reste empathique
Et on essaye de faire au mieux en fonction de ses possibilités, mais de nouveau, je le répète, ne reste pas seul. Les TCA sont des troubles qui touchent quasiment 1 million de personnes en France. Enfin, on estime qu'ils touchent quasiment 1 million de personnes en France parce que beaucoup trop peu sont diagnostiqués et encore moins sont pris en charge. Les TCA, ce sont des troubles complexes qui demandent une prise en charge multiple. Donc moi, ce qui m'a aidé, ça a été le sport, le suivi psy, le suivi diète. Euh, voilà, donc n'hésite pas à voir des spécialistes, à te faire accompagner. Et dès que tu sens que tu tiens la pépite, la personne qui va te faire du bien, qui te comprend totalement et qui a une méthode qui est adaptée à ta personne, ne la lâche pas. Clairement, ne la lâche pas. J'ai fait quelques sacrifices financiers à l'époque pour pouvoir être capable de payer et la diète et la psy, mais ça en valait la peine. Tu peux t'en sortir. Sortir des TCA, de l'hyperphagie demande de la patience, de la bienveillance et du soutien. Ne reste pas seul, je le répète. Célèbre chaque jour sans crise comme une victoire, parce que oui, ce sont des victoires. Et plus tu accumuleras de victoires, plus tu seras reconnaissant vis-à-vis de tes victoires, et plus en fait ces victoires vont prendre du poids, de l'importance, et vont te permettre de faire pencher la balance du côté d'une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse, avec une meilleure santé mentale. Donc vraiment, prends soin de toi, je t'en supplie. Ne reste pas seul et ne crois surtout pas que tu es un échec, que tu es... voilà, que tu sers à rien. Tu as ton rôle à jouer dans cette vie, tu as le droit à avoir la vie que tu mérites et sois forte parce que je sais qu'un jour tu y arriveras malgré les TCA.